On va tout de suite poursuivre par un temps consacré aux expérimentations du FEJ sur les questions de sensibilisation aux inégalités et aux discriminations. Si vous voulez bien me rejoindre, Lucie Martin, Karine Mélin, Constance Monnier et Karine Sage, parce que je ne vais pas parler toute seule. Merci. Je vais m'asseoir là parce que c'est vous qui allez nous raconter comment et sur quoi vous avez travaillé. Voilà, moi je trouve ce sujet extrêmement intéressant. Il manque quelqu'un. Ah voilà. Parce que tout à fait dans l'actualité, les discriminations, c'est des choses très concrètes. On va commencer par un sujet qui intéresse beaucoup les jeunes. On parlait des premières expériences. C'est vrai que c'est parfois l'âge des premières discriminations basées sur le genre et l'orientation sexuelle. Donc on va parler avec Lucie Martin. Si vous êtes là, c'est bien, juste à côté de moi, merci. Vous avez un micro ? Je vous propose de vous saisir d'un micro. Donc, secrétaire national du mouvement rural de la jeunesse chrétienne. Vous êtes sans l'évaluateur du projet, mais je crois que l'évaluation est disponible en ligne et vous allez nous parler de cette initiative. Déjà, moi, j'avoue que ça m'intéresse pas mal de savoir pourquoi un mouvement de jeunesse chrétienne s'est intéressé aux discriminations basées sur le genre et la sexualité. Bah ouais, tout à fait. Merci beaucoup. Eh ben, peut-être je peux commencer par présenter rapidement le MRJC. Tout ça à fait. Permettra de répondre en grande partie à la question. Donc le MRJC, Mouvement rural de jeunesse chrétienne, c'est une asso qui existe depuis plus de 90 ans dans les milieux ruraux. C'est l'évolution de la jeunesse agricole catholique qui a structuré les milieux ruraux au début du XXe siècle. Et donc l'association rejoint des chrétiens et des non-chrétiens. C'est une asso de loi 1901 comme quasiment toutes les assos qui existent. Mais de par son histoire, il y a une teinte un peu spirituelle qui existe, une attention à faire exister la spiritualité au sein du mouvement. Et donc c'est aussi une association de jeunes et pas seulement de jeunesse, c'est-à-dire que toutes les personnes au sein de l'association qui sont en responsabilité, c'est-à-dire en charge de prendre des décisions, ont entre 13 et 30 ans. On est accompagné par quelques personnes de plus de 30 ans, mais voilà, quand on compte nos membres, nos adhérents, on a uniquement des personnes de 13 à 30 ans. Et donc, on travaille avec les jeunes. Alors, avec la particularité que du coup, quand on parle des jeunes, on parle à la fois soit des plus jeunes, des publics auprès de qui on a des actions, soit de nous-mêmes. Et donc, on est à la fois le public et les personnes qui menons les actions. Et donc, on travaille sur plein de thématiques, ce qui touche les jeunes à tel moment. Voilà, on n'est pas hyper spécialisé sur une thématique ou l'autre. Et donc, pourquoi est-ce qu'on est arrivé à porter ce projet genre et sexualité en milieu rural ? En milieu rural, parce que c'est notre terrain d'action, c'est là dont on est issu. Et genre et sexualité, parce qu'on travaille sur les thématiques dont les jeunes, les membres du MRJC sont concernés et ont envie de parler. Donc, on se saisit de ce qui nous arrive. Donc voilà, c'est comme ça qu'on en est venu à porter ça. Alors, des questions qui émergent au sein de la société, donc partout, donc évidemment dans le milieu rural. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier, d'après vous, à ce contexte rural, quelque chose qui, à la fois, précédait l'idée de l'expérimentation et qui vous a amené à en parler, et puis quelque chose qui a émergé au cours de ce travail ? Eh bien, dans ce qui précédait un petit peu, il y avait le fait que ce croisement de genre et de sexualité, de jeunes et de milieu rural, c'est un croisement qui croise des niches, qui croise des sujets minoritaires, des personnes minoritaires dans la société. Et donc, il y a très peu de travaux dessus, il y a très peu de personnes qui se penchent sur la question.
Donc on a pointé du doigt ce fait que très peu de personnes travaillaient sur le sujet. Depuis, en tout cas, qui nous ont accompagnés ou des éléments, des personnes qui se sont saisies de ces sujets, ça nous a un petit peu accompagnés sur le temps de l'expérimentation, mais il y avait relativement peu de choses qui précédaient. Quelques éléments sur être une femme en milieu rural, mais être jeune femme en milieu rural, très peu. Voilà, des éléments qui croisaient 2 des 3 critères, il y en avait un peu, mais les 3 critères, très peu. Et sur qu'est-ce qui est survenu après, notre expérimentation, elle nous a permis de se rendre compte d'autres critères qui étaient peut-être des conséquences de ce premier élément, qui sont de l'ordre de les jeunes LGBT par exemple en milieu rural ont pas de lieu pour se retrouver parce que du fait de la faible densité, de l'éloignement, de la difficulté de mobilité des jeunes en milieu rural, ça fait que c'est très difficile de se retrouver entre pairs, de se croiser, de se reconnaître, de rencontrer d'autres personnes avec qui on partage cette forme d'identité ou cette orientation, de se rendre compte qu'on n'est pas seul. Internet tend à changer les choses, mais en termes de rencontres physiques pour se rendre bien compte qu'il y a d'autres humains et pas seulement des écrans, ça c'est quelque chose qu'on a... qu'on a bien remarqué sur ce travail. Et également, une autre conséquence de cet élément-là, c'est la difficulté de la mise en place des séances d'éducation à la santé, à la sexualité dans les écoles. Donc les écoles, en milieu rural comme en milieu urbain, c'est ce qui rassemble une très large majorité des jeunes. Et du fait de ce manque de connaissances, vraiment d'appropriation de ces enjeux d'éducation à la santé, à la sexualité, et du coup qui sont des portes d'entrée, de lutte contre les discriminations, de prendre conscience qu'on n'est pas seul, de poser des mots sur ce qu'on ressent, sur comment est-ce qu'on se perçoit. Voilà. Du coup, pourquoi particulièrement en milieu rural il y a un manque? Parce qu'il y a très peu d'associations, et des associations, quand elles existent, il y a une association par exemple dans les Deux-Sèvres, il y a une antenne du planning familial qui est surbookée pour ça, et il y a une antenne à Niort, et le département est bien plus large que juste une ville, et donc il y a très peu de maillage d'associations qui peuvent intervenir. Associations qui interviennent aussi souvent dans les écoles. Alors, est-ce qu'il est utile de rappeler que l'éducation nationale ne fait absolument pas son travail en ce qui concerne l'éducation sexuelle à l'école, puisque les heures ne sont tout simplement majoritairement pas assurées. Je n'ai pas plus le pourcentage en tête, mais c'est même pas 1 heure sur 2 qui est assurée en la matière pour les élèves français qui doivent... pourtant, c'est obligatoire, hein, on le sait. Alors, sur le sujet, mais ça fait plus longtemps que vous travaillez dessus, mais il y a eu des livres très intéressants. Il y a Salam Menghi sur les jeunes filles en milieu rural, Benoît Coquart sur les jeunes garçons de sociologie. Comment vous allez avancer sur ce sujet maintenant ? Eh bien, il y a plusieurs aspects qui maintenant nous font travailler. Donc, le FEJ a vraiment été pour nous l'occasion au sein du MRJC de faire vivre la thématique, au sein de l'association transmettre que c'était un vrai sujet, de promouvoir, de créer des fiches activités pour transmettre comment dans les séjours d'été, par exemple, qui sont une de nos activités, c'est possible de parler de genre et de sexualité avec des jeunes de 13 à 18 ans, adaptés à leur public. Donc il y a des propositions d'animation, de trames qui sont portées, donc animées au sein des BAFA, au sein des séjours d'été, auprès des animes. Voilà, donc ça c'est une des conséquences directes, donc pour directement sensibiliser, se rendre compte. Et une autre conséquence, quelque chose qui nous a un petit peu accompagnés aussi de près ou de loin, c'est
en fait, ce travail, pour nous, il débouche aussi sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Donc, qui démarre par se regarder à l'interne du mouvement. Qu'est-ce qui, au sein de notre association, permet que des violences puissent exister? Comment est-ce qu'on peut lutter contre? Comment est-ce qu'on peut sensibiliser à ces sujets? Et donc là, c'est actuellement une des pistes qui s'ouvrent devant nous, sur lesquelles il y a du travail à faire. Oui, un travail pour toute la société dont on mesure l'importance. En vous écoutant, Lucie Martin, alors on va continuer le tour de table. Je questionne un peu tout le monde, puis après on va discuter tous ensemble. Karine Mélin, sociologue. Alors, en fait, on ne s'est pas présenté avant, donc j'essaie de deviner qui est qui, ce qui est un jeu assez amusant. Sociologue au groupe d'études et recherche sociale. Alors, vous êtes l'évaluatrice. Il n'y a pas pour ce projet le porteur du projet. Que je trouve extrêmement intéressant aussi. Il s'agit de la prévention et de la lutte contre les discriminations dans le monde agricole. Et on peut commencer par dire que cette action, elle a été lancée dans un contexte assez particulier de violence raciste. Oui, effectivement. Alors Arthur Florin, qui était le directeur de l'établissement en question, qui est un lycée professionnel agricole privé. C'est important pour les effets qu'on va pouvoir observer après. L'aurait sans doute mieux raconté que moi, mais à l'origine de ce projet, c'est finalement des tensions qui sont très importantes et un racisme un peu exacerbé de la part d'un groupe de terminale, d'élèves de terminale, et qui arrive dans un moment où l'équipe, du point de vue de l'institution, est un peu fragilisée, de sorte qu'elle n'arrive pas à faire face. Et donc, à ce moment-là, l'appel à projet de l'INJEP, il arrive et il permet deux choses. L'enjeu pour les porteurs de projets, c'est à la fois de se dire on va essayer de travailler en amont pour que ce type de situation ne se reproduise pas, c'est-à-dire qu'on va travailler sur les préjugés racisme, à l'origine du racisme qui s'exprime à ce moment-là. Et puis il y a aussi l'idée, il me semble, de se dire on va essayer de réfléchir à des réponses communes et donc de ressouder l'équipe derrière un projet commun pour être en capacité à la fois de lutter contre le racisme exacerbé des jeunes, mais aussi tout simplement pour être un peu mieux en capacité d'apporter le volet instructif qui est censé tenir le groupe d'enseignement, le groupe de la pédagogie. Voilà. Donc effectivement un climat de tension au sein du lycée. Alors c'est toujours intéressant de voir à quel point finalement c'est aussi le fait que le groupe des adultes, des éducateurs soit soudé, puisse apporter une réponse collective qui permet de trouver des solutions. Ça s'est bien montré par les gens qui comme Éric Debarbieux, qui étudie les violences scolaires. Comment vous avez travaillé pour évaluer les résultats des actions que vous avez menées? Alors, déjà, on est parti du principe qu'on n'était pas sur des évaluations au sens juridique du terme. Tout à l'heure, vous disiez certains ont nommé, d'autres n'ont pas nommé. Là, le collège-lycée avait plutôt fait le choix de nommer en disant voilà, on fait un projet de lutte contre les discriminations. Mais ça ne répondait pas au cahier des charges des discriminations telles qu'elles sont reconnues juridiquement, c'est-à-dire comme des actes à un moment donné dans l'accès à un bien ou à un service, et qui s'inscrit dans des rapports de domination entre quelqu'un qui donne l'accès et quelqu'un qui demande l'accès à quelque chose. Or là, tout le projet, il portait plutôt sur un travail sur les préjugés des élèves entre élèves, mais d'un point de vue sociologique qui était le nôtre, on était 3 à travailler là-dessus. Je le rappelle, il y avait Christophe Pecker et puis Anne Morillon également. On était 3 sociologues. Et de notre point de vue, les discriminations, c'est davantage un processus qu'un acte. Et donc, nous, ce qui nous intéressait, c'est de regarder ce processus et donc d'analyser finalement comment les actions qui étaient menées pouvaient avoir des incidences sur les préjugés qui sont à l'origine finalement de ce qui peut, à la fin, être une discrimination. Et donc, on a proposé de faire une analyse longitudinale, c'est-à-dire d'aller sur site dans le collège-lycée à 4 occasions pendant les 3 années que durait la totalité de l'évaluation. Et pendant ces séjours sur site, on interrogeait l'ensemble de l'équipe éducative. On a aussi pu interroger quasiment l'ensemble des groupes classes du collège et du lycée, en tout cas ceux qui étaient présents sur place, et on mettait en place pour essayer de les faire parler des discriminations, de leur niveau, alors à la fois de leur expérience des discriminations et de leur niveau de préjugés.
on mettait en place ce qu'on appelle un d'accord, pas d'accord, qui sont des techniques d'animation où finalement on les fait réagir à partir de phrases qu'on a pu nous-mêmes rédiger, qui sont des phrases très stéréotypées et qui les obligent à argumenter pourquoi ils sont d'accord ou pas d'accord, dans un cadre qui est assez balisé, mais qui est un peu différent de la forme scolaire, pour quand même qu'en très peu de temps, ils puissent s'exprimer. Et puis, en même temps, qu'ils soient aussi dans le respect les uns des autres. Donc, on faisait d'abord ces entretiens avec les groupes classes, des entretiens avec l'équipe éducative. On faisait aussi des entretiens avec les porteurs de projets qui avaient des actions ponctuelles sur place. Alors, des actions de lutte contre les discriminations, d'actions de courts-métrages, de films, etc. Et puis par ailleurs, on observait aussi comment ça se passait, certains temps forts. Et puis par ailleurs, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réitéré donc, ce protocole-là 4 fois. Et après chacun de nos passages, on a passé un questionnaire à l'ensemble des collégiens et des lycéens pour évaluer à la fois leur niveau de préjugés et pour évaluer leur expérience des discriminations ou de l'ostracisme, en tout cas du rejet, et évaluer la manière dont ils y réagissaient. C'est-à-dire finalement quels outils ils mobilisaient, est-ce qu'ils allaient voir les adultes, est-ce qu'ils se refermaient sur eux-mêmes et ils ne faisaient rien, etc. Donc voilà, et ça nous a permis non pas de suivre finalement des personnes individuellement, mais de regarder comment, à l'échelle d'un établissement scolaire, globalement, les choses évoluent et est-ce que finalement le niveau de préjugés augmente ou baisse sous l'effet des actions et est-ce que les réponses que trouvent aussi les jeunes évoluent alors qu'il y a un projet qui se met en place. Et puis enfin, ce qui n'était peut-être pas l'objectif premier pour les porteurs de projets, de regarder aussi si l'équipe éducative elle-même finalement bouge sous l'effet de ce projet-là. Alors, on va parler des résultats, mais j'aime bien faire un peu de teasing. Comment ont réagi les élèves et les équipes à ce travail? Est-ce que, par exemple, les élèves ont adhéré à ce travail? Parce que répondre à des questionnaires, prendre le temps d'organiser des temps avec vous et les autres évaluateurs, c'est quand même un petit peu long. Donc, qu'en a-t-il été dans l'établissement par rapport à vos demandes? Alors, on est dans un établissement privé, tout à l'heure, je le disais, c'est important pour comprendre aussi la manière dont, finalement, le directeur, qui était un peu le porteur du projet, a pu emporter avec lui son équipe et les élèves. C'est que dans un établissement privé, le directeur a un rapport hiérarchique direct avec l'équipe dont il est aussi, c'est celui qui les recrute, c'est celui qui fait toute la gestion du personnel. Ce qui n'est pas le cas dans un établissement public où il y a juste une hiérarchie fonctionnelle, en fait. Donc, donc, si vous voulez, l'ensemble des enseignants se sont retrouvés à devoir adhérer de fait à la démarche puisqu'ils y étaient tenus par leur supérieur hiérarchique. Cela dit, on est dans un tout petit établissement, très familial, il y a 200 élèves à peu près, il y a une équipe éducative avec l'ensemble du personnel compris qui fait 30 personnes. Et on est aussi dans un établissement où il y a l'habitude d'accompagner des gamins qui ont été un peu cassés par le système scolaire, donc qui est très enveloppant, et avec plus de 60% d'internes. Donc vraiment quelque chose qui fait qu'il y a une socialisation assez forte et très peu de socialisation concurrentielle, par exemple avec des retours dans la famille qui peuvent contredire les discours qui ont été tenus dans l'école. Donc tout ça, finalement, est assez facilitant pour le projet. Après, il y a parfois eu des réserves, il y a eu plutôt une adhésion des jeunes parce que c'était pas scolaire, parce qu'on les laissait dire ce qu'ils avaient à dire, parce qu'on n'était pas là pour les juger. Ce qu'on a pu observer au fur et à mesure que le projet avançait, c'est que finalement il y avait des formes de lassitude de certains aussi, et notamment des garçons, et peut-être aussi notamment peut-être les moins acculturés aux jeux scolaires, finalement les plus en réserve par rapport à l'école, et qui pouvaient résister et trouver qu'il y avait des formes d'endoctrinement. C'est-à-dire qu'ils avaient l'impression qu'on était là pour leur dire comment être garçon, comment être fille, voilà, et qui, au fil des actions, pouvaient se dire bah, ça n'a pas de sens, et finalement on nous raconte toujours la même chose, et c'est aussi de l'endoctrinement de l'autre côté. Donc ça nous a aussi amené à réfléchir. Je ne sais pas si je vais jusque-là, mais... Ah bah moi je trouve ça hyper intéressant, donc poursuivez. Ça nous a aussi amené à réfléchir à la suite, c'est-à-dire qu'il nous a semblé que finalement ce qui avait pu manquer, c'était de l'institutionnalisation du projet, plutôt que... Parce que
il y avait parfois manqué peut-être de lien et de lien entre les différentes actions. Il y a eu pas mal de petites actions qui ont été mises en place les unes après les autres, sans forcément que les élèves perçoivent la cohésion de la cohérence de l'ensemble de ces actions. Par ailleurs, ce qu'on a pu observer aussi, c'est de se dire peut-être qu'aussi les formats des actions étaient trop didactiques et trop scolaires, et que finalement, pour emporter ceux qui sont le plus en résistance avec le jeu scolaire et le plus en résistance aussi avec ce qui peut être véhiculé là, il aurait fallu varier les formats et aller davantage sur des apprentissages par le corps, je dis apprentissage par corps que par cœur, mais finalement des choses où on les met en mouvement davantage, qui est aussi déjà finalement les orientations scolaires qu'ils ont choisies, c'est-à-dire qu'ils sont déjà dans des orientations manuelles, c'est l'agriculture et l'élevage canin. Donc finalement, ça aurait été aussi ajusté à ce qu'ils étaient scolairement et à là où ils étaient, de varier les formats scolaires pour qu'ils adhèrent davantage. Et puis une attention peut-être plus aussi aux garçons qui ont l'impression que finalement, on vient leur dire qu'ils ne sont pas des garçons comme il faut, encore plus que les filles qui, elles, s'y retrouvaient davantage, parce qu'il y avait finalement dans les actions menées, beaucoup de choses sur l'égalité entre hommes et femmes, où elles s'y retrouvaient, et les garçons avaient l'impression qu'ils étaient encore des mauvais objets. Les enjeux de la virilité, on peut organiser des journées aussi sur ce thème. En tout cas, la démarche qui consiste à parler collectivement des discriminations, du racisme avec tout un établissement, je la trouve extrêmement intéressante. On entend, voilà, il y a des marges de progression. Quels ont été les résultats, tout simplement ? Alors globalement, on est toujours sur du collectif. Collectivement, ce qu'on a vu, c'est quand même que le niveau de préjugés avait baissé sur l'ensemble des groupes classes entre le début du projet et la fin. Ça correspondait aussi avec le départ d'une partie des jeunes qui avaient posé problème au départ. Donc un niveau de préjugés qui baisse, et en particulier des préjugés racistes, qui étaient finalement les préjugés les premiers visés par ce projet-là, et surtout... Avant ce projet-là, il y avait déjà eu plein d'actions sur l'égalité homme-femme et très peu d'actions sur le racisme. Donc on peut faire l'hypothèse que l'insistance qui avait été faite sur cette question-là faisait particulièrement sens pour les élèves. Ce qu'on a pu voir, c'est par contre une grande différence entre les garçons et les filles. C'est pour ça que je vous en parlais tout de suite. Finalement, un niveau d'adhésion plus grand chez les filles, un recul des préjugés chez les filles aussi plus grand. Et par contre un moindre recul de l'expérience de la discrimination à l'intérieur de l'établissement. Discrimination entendue au sens comme je vous l'ai décrit tout à l'heure. Alors, est-ce que ça veut dire qu'elles sont plus discriminées à ce moment-là ? Pas nécessairement, c'est un peu comme les violences conjugales, c'est-à-dire que plus on en parle, plus on les identifie, et plus on peut porter plainte pour violence conjugale. Et ben, la discrimination, c'est pareil, c'est-à-dire que peut-être que les filles se sentent plus, au bout de 2 ans, enfin, en tout cas, ont moins baissé en termes de niveau de ressenti de discrimination, parce qu'elles repèrent mieux aussi, finalement, les actes sexistes, racistes, etc., etc. Bon, c'est quelque chose qu'on retrouve dans toute la société. Hein. On va repasser au troisième... On va passer, tout simplement. On n'a pas besoin de repasser au troisième projet dont on parle dans cette table ronde. Donc, il y a pas vraiment... Il y a 2 tables carrées. Mais bon. Jeunesse pour l'égalité, informée sans enfermer. On va parler d'un jeu, en co-construction. Alors, c'est 2 termes qui m'ont vachement intéressée, donc on va s'arrêter là-dessus. Et là, on a les 2 parties prenantes. Constance Monnier, chef de projet à l'Observatoire des inégalités, et Karine Sage, consultante associée chez Quadrant Conseil. On dit Quadrant ? Quadrante ? Ok, Quadrant, c'est bien. Si vous voulez bien nous présenter ce jeu. Oui, alors donc l'Observatoire des inégalités, petit rappel, on est une association de loi 1901 aussi, malgré le terme d'observatoire qui peut prêter à confusion parfois. On reste une association, on n'est pas rattaché à l'État. Et donc on a décidé de se lancer dans une expérimentation pour créer le jeu de Monopoly des inégalités. Suite à une vidéo, je vous explique très rapidement la genèse du projet pour comprendre pourquoi on a lancé ça. Donc c'est une vidéo de communication qui a été lancée en 2017 avec une agence de communication où on voit des enfants jouer à une partie de Monopoly avec des règles injustes. Et les réactions sont très spontanées. Voilà, on est sur du « ça se fait pas, c'est pas juste, mais pourquoi ?»
Et on a reçu beaucoup de demandes d'acquisition du jeu et des règles après la vidéo, la diffusion de la vidéo. Et chose qu'on n'avait absolument pas anticipée. Donc on a souhaité développer cet outil et le FEJ nous a accompagnés là-dedans. Donc on a eu 3 grandes étapes pour créer le jeu. Une première étape d'abord de co-construction, comme vous le disiez. L'idée étant, sur 2 territoires d'expérimentation, d'avoir des petits groupes de jeunes pour tester les règles qu'on avait imaginées au tout début, pour voir si elles fonctionnaient bien. Et ensuite, adapter le jeu à tout type de contexte, que ce soit dans le milieu scolaire ou ailleurs, et puis dans différents contextes aussi sociaux, et par exemple dans le rural ou dans l'urbain. Enfin, voilà. Donc on a eu plusieurs étapes de test. Alors, on va revenir au jeu, mais j'aimerais avoir un petit éclairage sur la formulation « informer sans enfermer ». Qu'est-ce que vous voulez dire par là exactement ? On trouvait que ça sonnait bien déjà. C'est vrai. On est parti du constat que quand on parle, parce que donc à l'Observatoire des inégalités, moi je m'occupe d'un projet qui s'appelle Jeunesse pour l'égalité, qui est notre projet de sensibilisation aux inégalités, aux discriminations pour les 11-25 ans. Et donc ça fait 10 ans que ce projet existe, donc on a beaucoup fait d'actions avec des jeunes. Et on s'est rendu compte que quand on parle des inégalités, des discriminations avec notamment celles et ceux qui risquent de les subir ou qui les subissent, on a un risque d'enfermement ou autrement dit d'intériorisation. Et c'est quelque chose dont on a pris conscience et qu'on a voulu dépasser parce qu'on est parti du constat que pour lutter contre les inégalités et les discriminations, il faut d'abord en avoir conscience. Donc il y a cette première étape d'information qui est nécessaire. Mais si on ne va pas plus loin, le risque est grand que les jeunes se retrouvent juste dans ce constat un peu enfermant, de se dire bon ben moi je pars pas avec les bonnes cartes en main, donc ça sert à rien que je me batte pour y arriver puisque mon chemin est tracé par avance. Donc l'idée du projet Informer sans enfermer, c'est vraiment ça, de réussir à trouver cet équilibre dans nos interventions, dans nos outils, dans nos animations, pour à la fois informer les jeunes sans tomber dans ce constat fataliste. Et donc on a développé différentes techniques d'animation et solutions pour arriver à ce constat-là, sachant que le jeu du Monopoly des inégalités est très fort pour informer, mais il risque aussi d'enfermer. Donc on a aussi, grâce notamment à l'équipe de Quadrant Conseil, qui a été incroyable pendant l'expérimentation, réussi à arriver à cet équilibre-là. On va vous donner la parole, du coup, et on reviendra sur le jeu et l'aspect co-construction juste après, mais est-ce que cette co-construction, justement, en tant qu'évaluatrice, parce que voilà, évaluateur pour Quadrant, mais évaluatrice pour vous, est-ce que vous y avez participé ? Tout à fait, pleinement. Bonjour à tous et à toutes. Je pense que là, on est avec ce projet vraiment sur une évaluation embarquée, qui est un terme qui a été défini par le CREDOC sur un précédent appel à projet. Donc l'évaluateur, l'évaluatrice en l'occurrence, j'étais dans une équipe aux côtés de Juliette Allouis et puis avec 2 chercheurs embarqués également, Régis Cortesero et Thomas Kirschbaum. Donc très intéressant d'avoir une équipe aussi pluridisciplinaire. On est embarqué, ça veut dire qu'on est dans le même bateau que le porteur de projet et on se met à son service. Et en ça, on nourrit complètement la co-construction du projet, sachant que là, on avait une démarche qui est finalement, me semble-t-il, assez rare dans les expérimentations du FEJ, une démarche de design de projet, c'est-à-dire de co-construction avec les usagers. Donc le projet, il démarre. Constance, elle avait découpé des cartes en papier, très bien découpées par ailleurs. Elle avait une première version de règles et la première séquence, on le fait avec ce prototype de jeu. Et nous, équipe d'évaluation, on est là pour observer la façon dont ça se passe, dont les jeunes s'approprient ou pas, réagissent, s'impliquent, sur quoi est-ce qu'ils tiquent, qu'est-ce qui crée du conflit, comment on arrive à le surmonter, etc. Et le prototype s'améliore à la séquence suivante et puis à la prochaine, etc. Et donc on est dans une évaluation
qui permet aux porteurs d'avoir des boucles d'apprentissage très rapides, c'est-à-dire de compléter son propre ressenti de la séquence. Évidemment, à l'issue de la séquence, ils avaient plein d'idées sur les choses à améliorer. Et nous, on ramène des éléments issus d'entretiens avec les jeunes, avec les animateurs, pour essayer de nourrir ce prototypage, cet objet qui se dessine et qui se finalise et qui aboutit à la version finale du Monopoly des inégalités. Enfin, pas que du jeu, du coup, à la version finale de la séquence Monopoly des inégalités. Parce que c'est un peu comme quand on construit une cabane, c'est plus intéressant de construire la cabane que de jouer dedans, souvent. Est-ce que c'est plus intéressant de construire le jeu que finalement d'y jouer, parce que c'est un jeu où on peut décrire les règles qui correspondent pas forcément à celles qu'on aimerait voir exister, mais plutôt à parler des inégalités telles qu'on les voit, telles qu'on les comprend, telles qu'on les subit parfois. Je ne sais pas si c'est mieux, mais c'était deux étapes complètement différentes et les temps d'échange avec les jeunes pendant les temps de co-construction étaient vraiment très intéressants parce qu'on parlait aussi du coup de leur ressenti à eux et à elles, parce qu'on arrivait avec nos idées à nous, on les faisait jouer, comme disait très bien Karine, on les faisait jouer à une version du prototype et puis ils nous faisaient aussi leur retour après le temps de jeu sur tout ce dont on avait abordé. Et au début, j'étais un peu frileuse. On a eu plusieurs étapes, c'est-à-dire qu'on a d'abord fait des règles un peu soft, entre guillemets. On avait peur que ça soit trop violent pour eux. Donc quand on a joué, il y a certains jeunes qui nous ont dit « Non mais vous êtes beaucoup trop gentils en fait, c'est beaucoup plus dur ce qu'on subit au quotidien ». Donc on est allé dans le plus trash. Et on a équilibré aussi comme ça, mais c'était très intéressant. Et puis les jeunes se sentaient très impliqués et valorisés, qu'on leur demande leur avis, qu'on construise avec eux, qu'on prenne en considération leurs idées. Et c'est aussi grâce à eux, pendant ces temps d'échange et les temps d'échange avec Quadrant, qu'on a décidé d'intégrer aussi des règles positives dans le Monopoly des inégalités pour montrer que tout n'est pas à jeter dans notre société, bien heureusement, et qu'il y a des choses qui existent pour équilibrer. Quels sont les thèmes qui ont suscité le plus d'échanges? Les thèmes de discrimination qui ont fait le plus parler les jeunes? La question de l'orientation sexuelle. En fait, ça dépend beaucoup des contextes où vous êtes, hein, bien sûr. Mais la question de l'orientation sexuelle, la question des inégalités de genre, après, ou du racisme, mais c'est des sujets dont on a l'habitude de parler, comment dire, dont on entend parler, soit à l'école, soit par des campagnes de sensibilisation, par des ouvrages. Ce qui nous a beaucoup intéressé, c'était la question des inégalités sociales. Nous, on est l'Observatoire des inégalités, notre credo, c'est les inégalités sociales. Donc on les a amenés aussi à réfléchir sur ça, mais dans le Monopoly des inégalités, c'est un jeu d'argent. Donc on parle d'argent, on parle de salaire, on parle de patrimoine et d'inégalité de patrimoine entre femmes et hommes. Enfin, c'est très croisé, tout se croise. Et donc la question des inégalités sociales et des inégalités de richesse, c'était vraiment un sujet qui était beaucoup traité et qui questionne beaucoup parce qu'on n'a pas l'habitude de nous demander est-ce que tout le monde devrait toucher le même salaire ou est-ce que tout le monde devrait commencer avec le même patrimoine. Et quand on pose cette question-là, les débats sont très intéressants. Ouais, on parle de politique, c'est toujours assez passionnant comme sujet avec les jeunes. De ce fait, le jeu maintenant, il a une forme fixe où on peut encore changer les règles si on y joue et inventer des nouvelles cartes. Vous pouvez toujours changer les règles. Nous, on suggère un jeu et une animation. Comme disait Karine, on a intégré le temps de jeu dans une animation plus large, justement pour réussir à informer sans enfermer, où le temps de débat est très important. En fait, le jeu est un prétexte à amener à une discussion avec les jeunes et entre les jeunes. Vous pouvez donc jouer au Monopoly des inégalités qu'on a rendu disponible, mais on a prévu des petites cartes vierges pour que vous puissiez créer vos événements, rajouter des sujets qu'on n'a bien sûr pas traités parce qu'on ne peut pas tout traiter, mais on peut se l'approprier comme on veut aussi. Alors, Karine Sage, quelles ont été les principales conclusions de l'évaluation ? Vous avez dit, ou j'ai lu, éviter les écueils du moralisme avec les jeunes. On a dit parfois on ne pousse pas assez loin, parfois on a un petit peu la peur d'amener certains sujets. Quels sont les autres enseignements ?
Donc là, l'évaluation s'est concentrée effectivement sur les effets auprès des jeunes participants à ces séquences, donc qui sont composées de ce temps de jeu et ce temps de débat et d'échange, en s'interrogeant sur ce pari que fait en fait l'Observatoire de proposer un temps très court, parce que c'est 1h30 de jeu en temps scolaire, ça peut être une séquence d'1 heure, et comment en 1 heure on arrive à bousculer, voire à transformer les représentations d'un jeune sur un sujet aussi complexe que celui qui est traité là. Donc l'idée de l'évaluation, c'était de vérifier ce pari. Ce pari, il est tenu grâce à plusieurs choses. D'abord, ce parti pris de la pédagogie expérientielle. Donc on n'est pas complètement dans les corps, mais il y a quand même cette idée qu'on met les jeunes en position de joueurs et ils se prennent au jeu, et tout cet aspect ludique fait qu'on a une implication qui est très forte, un enthousiasme et qui ouvre une disponibilité cognitive à apprendre derrière, à discuter, à échanger pendant la phase de débat qui fonctionne très bien. 70% des jeunes interrogés, on a déployé une enquête auprès de près de 350 participants, nous disent qu'ils ont appris des choses nouvelles. Plus ils sont jeunes, plus ils découvrent des choses, ils découvrent des termes, et quand ils sont plus âgés, ça va conforter des choses qui pouvaient être un petit peu floues avant. On a vérifié ce risque d'enfermement qui est limité. On a 97% qui pensent qu'il est possible de lutter contre les inégalités et les discriminations à l'issue de la séquence, alors que ce pourcentage aurait pu être un petit peu plus élevé, et il était un peu plus fort quand on avait moins de cartes positives dans les premières versions du jeu, donc, et qu'on mettait peut-être moins l'accent aussi sur les pistes de pouvoir d'agir auxquelles on a essayé de donner un peu plus de place dans la séquence de débat qui suivait. On en a 2/3 qui retiennent bien les messages clés que cherche à faire passer le jeu. Donc ce fait qu'on ne part pas tous avec les mêmes chances au départ, que tout le monde n'est pas égal en fonction de tous les critères de discrimination qui sont évoqués. Et on est sur quelque chose qui est marquant, parce qu'on joue sur les émotions. L'indignation qui est éprouvée par les jeunes pendant la partie, elle les marque. C'est pas une séance de cours lambda, c'est quelque chose qui va les marquer. Et ce qui marche bien aussi, c'est le chiffre choc. C'est l'Observatoire qui porte ce jeu. Ça veut dire qu'à chaque fois que on est en situation de handicap et on passe sur la case de la gare Saint-Lazare et on n'a pas le droit d'y aller, l'Observatoire rappelle les chiffres d'accès. Je ne sais plus quel est le pourcentage de gares qui ne sont pas accessibles, 4 sur 5, aux personnes en situation de handicap. Et ça marque, donc il y a l'émotion qui marque, il y a le chiffre choc qui marque, et qui permet effectivement à ces jeunes d'être dans un changement de réflexion, de posture, d'être dans l'échange, d'être dans l'acquisition, etc. Dans les limites peut-être pour les résultats, dans certains cas, ça peut provoquer un peu de confusion aussi. C'est-à-dire c'est quand même compliqué, notamment quand on a une très forte, et c'est important qu'on l'ait, croyance en un monde juste, et que si je travaille bien à l'école, en fait, je vais m'en sortir. Recevoir ces éléments qui montrent que ça ne dépend pas que de ça. C'est individuellement, ça peut être un peu compliqué à gérer, et donc il y a un petit temps de digestion probablement qui est nécessaire pour les jeunes. Le côté pouvoir d'agir, c'est-à-dire comment je fais pour et c'est quoi les pistes pour se battre individuellement et ou collectivement. C'est compliqué, essentiellement faute de temps, de l'aborder dans la séquence. Donc ça, c'est peut-être quelque chose aussi qui nécessite d'être travaillé par ailleurs quand on est dans le milieu scolaire, mais qui ne peut pas être tenu par cette séquence qui arrive déjà à faire beaucoup en 1 heure, 1h30. J'avais une question, mais pour toutes, en fait, sur l'âge. Parce que on parle des jeunes. Alors les jeunes déjà ils sont très très différents sociologiquement, géographiquement, et aussi c'est pas du tout la même chose d'avoir 13 ans et d'avoir 17 ans. Est-ce que, et vous aviez commencé à en parler, la réception à la fois du discours, mais aussi son intégration en fait dans le temps change en fonction de l'âge de vos interlocuteurs, des publics? Lucie. Oui et non. Enfin, c'est difficile à vraiment se rendre compte. Enfin, nous, sur notre expérimentation, on a rejoint plutôt des jeunes qui avaient plutôt entre 16 et 25 ans.
Voilà. Et en gros, le public rejoint par le MRJC, c'est un public qui, par l'accès au MRJC notamment, ou par le croisement des faits qui amènent à s'engager ou à se retrouver dans le mouvement, amène une conscience assez forte des enjeux sociétaux, enfin, qui amène un esprit critique, une vision de la société, une vision politique de la société. Et donc, de par ce prisme-là, j'aurais tendance à dire que y a quand même des éléments pour lesquels les jeunes sont de plus en plus sensibilisés. Et du coup, même parmi les plus jeunes, il y a des sujets qui sont par moments plus des sujets qui sont, voilà, dont les prises de conscience sont bien activées, c'est facile d'en discuter, voilà, il y a moins d'apprentissage primaire à faire. Parce que la culture populaire a peut-être aussi travaillé pour vous sur ces sujets de discrimination liés au genre. Karine Mélin, sur la différence entre le collège et le lycée, parce que c'est noté dans la petite note sur l'évaluation qu'on m'a transmise. Quelle est la différence du coup de réception et aussi d'intégration? Alors, il y a deux choses. C'est que déjà, quand on arrive, c'est vrai qu'il faut se remettre dans un collège et dans le mode d'interaction que les jeunes ils ont entre eux, où il y a une culture de la vanne et donc des choses qui sont très basées sur le sexisme, sur le racisme, sur l'homophobie, et qui font partie aussi d'une culture liée à l'âge et qui s'oppose un peu voilà, au code et aux normes des adultes. Donc ça, c'est très très fort, cette culture de la vanne et de la joute verbale qui est politiquement très incorrecte quand on regarde du point de vue des adultes. Elle est très très forte, beaucoup plus au collège qu'au lycée, où finalement les jeunes vont commencer à adhérer aux normes scolaires un peu plus, d'autant plus que dans l'établissement où on était sur un collège qui était très très peu sélectif scolairement et un lycée qui l'était un peu plus. Donc déjà on n'arrive pas dans les mêmes contextes. Par contre, ce qu'on a observé, c'est que quand on teste la variable de l'âge sur les questionnaires et qu'on regarde un peu en termes de précocité de la sensibilisation, plus les élèves sont précocement sensibilisés et plus ils réagissent fortement et ils adhèrent finalement à toute la pensée sur les égalités et la lutte contre les discriminations notamment. Donc ça vaut le coup d'en parler voilà, au collège, peut-être même avant. Nous, ça faisait partie des critères de test l'âge, justement. On se demandait jusqu'où on peut descendre en termes d'âge pour aborder ces questions-là. Et on a testé avec des petits aussi, parce que sur la vidéo initiale, on voit des enfants qui ont 7-8 ans, qui jouent leur propre rôle. Donc nous, la première chose qu'on a décidé de faire avec le Monopoly, c'était de créer des personnages, parce qu'en fait, c'est très violent de subir des discriminations en fonction de qui on est vraiment, surtout à 7-8 ans. Donc on a créé des personnages et on a voulu voir si en effet on pouvait vraiment mettre ça en place avec des CE, des CM. Et on a décidé de commencer au collège parce que c'est beaucoup de sujets pour eux. Et donc il y a ce risque d'être un peu flou, d'avoir trop d'informations. Donc on commence à 11 ans et on finit pas. En fait, normalement c'est 11-25. Mais moi aussi j'ai le droit de jouer. Bien sûr, avec plaisir. On voit des différences, mais pas tant. En fait, ils réagissent tous de la même manière en disant c'est pas juste, c'est pas normal. Pourquoi Il y en a beaucoup qui nous disent mais c'est nul la vie. Si c'est ça grandir, autant rester jeune. Donc ça nous permet aussi de questionner ça, de parler du pouvoir d'agir, comme disait Karine, de les impliquer et de les mettre comme acteurs de lutte, mais on ne voit pas vraiment de distinction forte entre les deux. Oui. Peut-être juste au-delà de l'âge, ce qui a été testé aussi avec le Monopoly, c'est des séquences de jeux dans des milieux différents et notamment dans des établissements plutôt privilégiés, voire très privilégiés, et puis d'autres beaucoup moins favorisés, plutôt politique de la ville, etc. Et du coup, le mécanisme fonctionne avec des échanges qui vont plutôt porter sur la prise de conscience des privilèges, côté établissement privilégié. Et ça, c'est donc moins que l'âge. Moi, j'ai été plutôt marquée par ces différences de réception en fonction de la situation socio-économique des parents, des enfants à qui on s'adressait.
Ah bah ça, c'est toujours passionnant. Vous avez vu le film de Julie Gavras, Les bonnes conditions? Parce que ça, voilà. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Parce qu'on a un quart d'heure d'échange ou des éléments à apporter à notre connaissance. On va faire circuler un micro dans la salle et vraiment n'hésitez pas parce qu'on est là pour ça. Comme vous avez vu, moi je peux poser des questions, mais on aime bien avoir des interventions. Est-ce que déjà la technique... Bon alors allez-y, parce que sinon moi je veux savoir si les jeux, c'était une manière d'agir qui intéressait aussi un dispositif qui pouvait être transposé. Merci beaucoup pour ces échanges passionnants. Et moi, j'avais une question par rapport au jeu. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, pardon, je suis Elsa Damani, je suis directrice de l'association Cinécourt. Et donc, on a réalisé des expérimentations à l'île de la Réunion. Alors, pas sur ce sujet, mais c'est un sujet qui concerne également, évidemment, la jeunesse réunionnaise. Et donc, ma question concerne le jeu et l'Observatoire des inégalités, pour savoir si, parce que j'ai vu que vous étiez intervenu dans beaucoup de territoires, si dans les Outre-mer, vous aviez testé ce jeu. Alors, nous, directement, non, mais on a après la phase de co-construction avec les jeunes, on a une phase de test à plus grande échelle animée par l'Observatoire, et ensuite on a une phase aussi de test en autonomie, on a appelé ça. Et on a proposé à des structures, des profs, des animateurs, animatrices, de mettre en place la séquence et de nous faire leur retour. Donc ça a été testé dans les Outre-mer, mais on n'a pas pu se rendre en Outre-mer. J'ai eu beaucoup de demandes de la Réunion, mais ce serait intéressant, mais on ne va pas prendre l'avion pour faire un atelier de 2 heures, ça serait trop... Enfin, on ne peut pas faire ça, c'est pas possible. On ne peut plus faire ça. Mais c'est quelque chose qu'on a en tête d'organiser une tournée à La Réunion, par exemple, et d'aller voir les différents collèges et lycées, ça serait super. Donc, si vous voulez qu'on en discute ensemble après, on peut en parler avec plaisir. Après, pardon, je finis, la boîte à outils Informer sans enfermer, qui comprend le Monopoly des inégalités, enfin l'extension inégalitaire du Monopoly, parce que le Monopoly appartenant à Hasbro, nous ne le commercialisons pas, est disponible à l'achat, donc vous pouvez aussi mettre en place des ateliers en toute autonomie. L'idée, c'est, on est 8 à l'Observatoire, on ne peut pas répondre à toutes les demandes, donc on a aussi décidé d'outiller les professionnels pour qu'ils puissent mettre en place les ateliers. Et on peut en discuter après, si vous voulez. Monsieur ? Mais est-ce que vous pouvez prendre le micro et vous présenter? Alors moi j'aime bien quand les gens se présentent. Alors, bonjour, Sabri Giuli, je travaille à la Fédération Léo Lagrange. J'ai une question, désolé, un peu mercantile, mais vous avez un peu répondu. C'est par rapport aux droits au niveau du jeu. Voilà, c'était sur cette question-là en fait. C'est-à-dire si... comment on a négocié les droits, en fait, c'est ça avec Hasbro? Eh bien, on ne l'a pas trop fait. Non, si, on les a contactés dès la vidéo en disant est-ce qu'on a le droit d'utiliser le terme de Monopoly? Est-ce que c'est quelque chose? Parce que normalement, il y a des royalties, voilà. Et en fait, on les a rencontrés, on a rencontré l'équipe d'Hasbro France, on leur a présenté le jeu, et ils nous ont dit pas de souci, en fait, vous ne paierez pas de royalties puisque c'est un but pédagogique. Je pense que eux, ça leur fait vendre des Monopoly en même temps, mine de rien. Mais surtout... On a quand même prononcé 600 fois le mot Monopoly depuis le début de cette conversation. Je suis désolée. Tout va bien. Alors là, on n'est pas à la radio. Donc, ils nous ont laissé les droits, mais on n'a pas décidé de s'associer avec eux, puisque le but n'était pas non plus de faire un jeu de société grand public. C'est vraiment un jeu pédagogique. C'est pas pour jouer... Il y a des grands-parents qui l'ont acheté pour jouer avec leurs petits-enfants. Moi, j'aurais pas trop apprécié, je pense que ma grand-mère fasse ça à Noël, mais bon, chacun sa famille. Mais bon, le but, c'est vraiment à visée pédagogique dans un cadre aussi pédagogique. D'autres interventions? Oui, bonjour, moi je suis donc Virginie Bedin et je suis responsable d'un dispositif au rectorat de Paris qui lutte contre
le décrochage scolaire et qui accompagne les élèves qui ont été exclus plusieurs fois. Et je voudrais revenir sur le projet en fait, du lycée agricole. Vous disiez qu'il y avait eu une baisse en fait, des préjugés quand les élèves qui posaient problème étaient partis. Est-ce que vous aviez pu quand même travailler avec ces élèves-là ou pas ? Alors, pas du tout, en fait. Nous, on est arrivé avec la cohorte suivante, les élèves qui étaient à l'origine, en fait, on va dire, même si ce n'est pas forcément qu'eux, mais qui avaient posé problème à un moment donné, étaient partis quand nous, on a commencé l'évaluation du projet. En revanche, ce qui a été intéressant, c'est de voir aussi comment ceux qui avaient subi à l'époque aussi, parce que l'équipe pédagogique avait été un peu malmenée et en était fragilisée, mais les élèves avaient ceux qui restaient avaient des très mauvais souvenirs, y compris ceux qui utilisaient des insultes racistes de manière un peu quotidienne dans leurs interactions. Là, il y avait quelque chose qui avait dépassé, dépasser les seuils acceptables, y compris entre eux. Et donc, on a travaillé plutôt à partir de ceux qui restaient que de ce groupe en question. Levez la main hyper haut. On voit bien, merci. Bonjour, Alexandre Néret, étudiant à l'INSPE de Paris. Toujours sur le projet du lycée agricole, vous parliez des modalités d'évaluation, mais j'ai pas trop compris quelles étaient les actions menées que vous évaluiez. Oui, effectivement, je suis allée vite. C'est là où la présence d'Arthur Florin aurait été bien. Alors, en fait, il y avait plusieurs actions. Il y a d'abord eu... alors, c'est plein de petites actions. Il y a eu une séance de sensibilisation de l'équipe pédagogique sur la question de la lutte contre la discrimination. Il y a eu chaque année un concours de court-métrage sur les préjugés, un concours d'affiches sur les préjugés. Il a été inscrit dans la charte de l'établissement, la lutte contre la discrimination a été inscrite dans la charte d'établissement. Il a été décidé de mettre en place aussi des délégués de classe qui seraient référents sur les discriminations. Mais en fait, tout à l'heure, quand je disais qu'il y avait pas mal de petites choses un peu ponctuelles qui s'étaient faites, nous, on a plutôt évalué ce que l'ensemble... Au départ, on avait l'idée de se dire, est-ce qu'on va regarder aussi quel type d'action fonctionne, un peu comme ce qui a pu être fait là sur le Monopoly des inégalités. Mais là, c'était trop des choses ponctuelles pour que nous, on puisse évaluer telle ou telle action. Ce qu'on a évalué, c'est plutôt la portée de l'ensemble du projet. Et ce qu'on avait essayé de mettre en place, qui soit un peu plus continu. Alors, les délégués, ça aurait pu être quelque chose d'un peu continu, qu'aurait pu faire des référents, etc. Avec la question de la crise sanitaire, c'est un peu tombé à l'eau. Et nous, on avait essayé de mettre en place un outil qui était une fiche à distance de suivi des interactions, où on avait proposé que et l'équipe pédagogique et les élèves puissent finalement renseigner quand ils étaient témoins de manière anonyme, témoins de ce qu'ils pensaient être une discrimination, qu'ils nous le restituent en quelques mots pour nous dire ce que c'était, et de la manière dont ils avaient réagi, soit en tant que membres de l'équipe pédagogique, soit en tant qu'élèves. Et ça nous aurait semblé être quelque chose d'un peu plus fiable pour regarder en tout cas comment ça bougeait, dans ce qu'on repérait ou ce qui n'était pas repéré, dans ce qui était agi ou pas. Et ça n'a pas eu lieu, ça n'a pas marché. Merci. Alors, voilà. Bonjour, Louise Follet, je suis chargée d'études à l'agence phare, donc, qui interviendra cet après-midi. Et je suis aussi doctorante en sciences de l'éducation sur le rapport des associations d'éducation populaire à la lutte contre les inégalités de classe, de genre et ethno-raciales. Et du coup, ma question, c'était plus dans ce dont vous avez parlé, sur les effets aussi sur les jeunes de ce type de ces dispositifs. Est-ce que vous avez vu des choses en termes de pratique, parce que de ce que j'ai cru entendre, il y avait beaucoup de choses en lien avec les représentations qu'ils ont de ces inégalités et les préjugés potentiellement qu'ils ou elles peuvent avoir. Est-ce que vous avez aussi vu des choses sur peut-être les effets de ces dispositifs sur leur pratique, au-delà de la question des représentations? Alors, qu'est-ce que vous appelez les pratiques, par exemple? En fait, ce qui est en acte, ce qui est vraiment concret, au-delà de ce qu'ils pensent. Ou de mais alors, c'est-à-dire, par exemple, s'inviter dans des fêtes, aller dans des endroits, je sais pas, du coup, je me demande. Ça peut être des remarques, ça peut être tout ce qui est verbal, mais ça peut être aussi, comment dire, tout ce qui peut être, en fait, reproduire l'exclusion. Ça dépend des groupes sociaux et de quelles inégalités on parle, mais potentiellement reproduire cette exclusion, ou alors agir aussi quand ils voient des exclusions qui peuvent venir
des institutions, au-delà de eux, évidemment. Mais on parlait des jeunes qui ont aussi un certain nombre de privilèges. Et donc, il y a aussi cette question-là. Donc, je pense qu'il n'y a pas que la question de la responsabilité des jeunes dans ne pas reproduire les inégalités ou discriminations, mais aussi dans leur environnement. Ce qui rejoint un peu la question du pouvoir d'agir aussi. Mais voilà, donc j'espère que ça reste assez clair comme question. Ouais. Je veux bien. Ouais, je veux bien essayer de répondre là-dessus. Nous, ce qu'on a observé, c'est notamment une demande d'exemplarité vis-à-vis des adultes. C'est-à-dire que finalement, vu que le projet portait beaucoup sur les jeunes et était dédié aux jeunes, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, ils ont repéré, eux aussi, tout ce qu'ils pensaient être des discriminations, des inégalités de la part des enseignants ou d'autres personnes du personnel éducatif. Et à plusieurs reprises, au moment de nos passages, il est arrivé des conflits parce que certains demandaient justement que soit mieux prises en compte les discriminations dont ils étaient témoins, que ce soit de la part des élèves ou que ce soit de la part des adultes. Et finalement, c'était aussi pour ça qu'on s'était dit il y aurait tout intérêt pour que ça fonctionne mieux à ce que un projet pour qu'il fonctionne mieux dans un établissement scolaire sur les discriminations peut difficilement, je pense, faire l'impasse d'un travail sur l'équipe pédagogique et qui aille plus loin que la sensibilisation qui a eu lieu là et qui réfléchit sur ses propres pratiques discriminantes, sur ses propres propos sexistes, racistes, etc. Donc ça, c'est un premier élément. L'autre élément qu'on a pu voir quand je disais la lassitude tout à l'heure, c'était aussi des formes de colère, parfois des jeunes qui sortaient, qui supportaient plus d'avoir, notamment je me souviens d'une intervention d'une association sur l'égalité de genre et d'un jeune qui s'était vraiment braqué et qui était parti et qui, quand nous on est arrivés derrière, pareil, était dans une très très forte résistance. Donc voilà, dans les pratiques, ce que ça peut produire à l'opposé. Côté Monopoly, mais tu me compléteras, on est quand même resté sur les représentations de soi, des autres, du monde, parce que c'est les effets attendus plausibles premiers du projet. C'est-à-dire, imaginer que participer à une séquence de Monopoly peut avoir une contribution à un changement de pratique, c'est l'horizon, mais ça ne nous semblait pas raisonnable parce qu'il y a beaucoup trop de facteurs, et notamment plus structurels et contextuels, qui vont influencer la pratique même du jeune. Donc on est resté plutôt à ce stade-là. Après, ce qui a pu se produire, c'est que dans les échanges, et même dans les parties de jeu, les jeunes formulent des choses, peuvent avoir des propos qui sont blessants, qui sont offensants, de l'ordre des discriminations, et ben là ça ouvre un espace pour pointer le fait que c'est pas acceptable, que ça peut conduire à des comportements qui sont susceptibles d'être illégaux, et proposer des alternatives. Donc on a plus été, et là ça exige, et c'est ce qu'a pointé l'évaluation aussi, une animation de très grande qualité, très fine, qui soit capable d'identifier, de réagir avec les bons mots, sans culpabiliser et de façon constructive. Et ce qu'on propose aussi dans l'animation, c'est dans le temps d'introduction avant l'explication des règles et la mise en place du jeu, c'est aussi de présenter ce qu'on appelle la mécanique des discriminations, de montrer comment se créent les discriminations, parce que en fait c'est pas forcément très explicite pour les jeunes, et ça les repositionne comme acteurs, et ça leur montre comment leurs comportements, leurs pratiques qui peuvent paraître un peu dérisoires au début, donc ça va être une blague, ça va être de faire des petites réflexions, voilà, mais comment ça alimente cette mécanique des discriminations, et du coup les repositionne comme acteurs, voire auteurs, et donc ils peuvent changer aussi, eux, les règles du jeu. Lucie ? Ouais. Eh ben, oui, pour compléter un petit peu sur cette question, une des thématiques d'action qui a pas mal été faite au long de l'expérimentation, c'est des sensibilisations, des week-ends de formation autour de comment être allié des personnes concernées. Et du coup, là, je pense qu'on a assez peu de recul pour se rendre compte de à quel point est-ce que ces formations portent leurs fruits. Cependant, on a vraiment pointé du doigt que c'était
les retours étaient très positifs de pas seulement s'adresser aux victimes potentielles, aux personnes directement concernées par les enjeux de genre ou de sexualité, de minorité de genre ou de minorité sexuelle, mais bien au comment être allié, comment prendre en compte dans la pratique quand on n'est pas concerné. Et du coup, là, on a relativement peu de recul pour se rendre compte de à quel point est-ce que ça transforme les pratiques. Cependant, l'élément que là que j'ai en tête directement, c'est sur notre aspect pédagogique, animation auprès de jeunes dans les camps d'été qu'on propose. Là, du coup, il y a vraiment des gens qui... c'est vraiment une thématique qui prend son essor de comment est-ce qu'on parle, comment est-ce qu'on anime, comment est-ce qu'on sensibilise aux enjeux de genre et de sexualité auprès des mineurs dans des camps, dans des colos. Là, c'est vraiment quelque chose qui se travaille et il y a vraiment des animations qui sont proposées, des collectifs qui travaillent dessus. Et puis, je profite aussi pour dire, il y a donc localement des antennes locales du MRJC qui se sont montées un peu en collectif spécifique sur le sujet, qui ont mené des diagnostics locaux auprès d'une tranche de population qu'ils avaient sous la main. Et donc, je profite pour dire qu'il y a avec moi aujourd'hui 2 représentantes de cette expérimentation locale de diagnostic de territoire dans les Deux-Sèvres. Donc, qui seront là, on aura un stand pour ce midi. Puis, si jamais il y a des questions plus spécifiques, elles pourront aussi répondre. Voilà, le temps du midi est fait aussi pour échanger de manière plus informelle sur les pratiques, si je puis me permettre. J'ajoute que oui, le comportement des adultes et des éducateurs semble tout à fait crucial. Et ça a été démontré par les études sur la violence scolaire, votre travail finalement. Et puis je me permets de conseiller une autre lecture, Margot Déage, sur la réputation au collège, où on voit comment tout ça se noue particulièrement à l'âge précoce de la petite adolescence, où on a vraiment besoin de remédiation sur ces sujets-là. Et je crois qu'on l'a très bien entendu avec vous. Et ces exemples tout à fait... instructif. Merci beaucoup à toutes les 4. On va passer au temps suivant de cette matinée. Merci. Merci pour vos questions.